introduction. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ma programmation de recherche aujourd'hui. Donc, ma programmation de recherche qui porte sur les alternatives aux opioïdes en médecine périopératoire. En ce qui a trait de mes divulgations, d'abord, j'ai aucun lien avec l'industrie ou l'industrie pharmaceutique, mais comme on vient de vous en parler, je reçois des bourses et des subventions là, par des organisations provinciales et fédérales, comme la Bourse Vanier. Et je collabore également là, avec le groupe Cochrane Canada francophone et d'autres groupes là, que je vais vous parler pendant la présentation. Le plan que je vous propose aujourd'hui, c'est parler un petit peu de ma formation puis de mes intérêts en recherche. Étant donné que certaines personnes me connaissent peut-être pas parmi vous, je vais vous présenter ma programmation de recherche, donc parler de ce qui a été fait, ce qui est en cours et ma planification. Et également les collaborateurs là, qui travaillent avec moi dans ce programme de recherche-là. Comme je ne vous vois pas ou je ne vois pas le chat non plus, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation si vous avez des questions. Il n'y a aucun problème. Donc, en ce qui a trait de ma présentation, Gina vient d'en parler un petit peu, donc je vais y aller plus rondement. Donc, j'ai fait une résidence en anesthésiologie à l'Université Laval que j'ai complétée en 2020. J'ai complété le programme clinicien-chercheur du Collège Royal en 2021 avec une maîtrise en épidémiologie clinique en 2021. Et j'ai par la suite commencé un PhD en épidémiologie à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa avec le Blueprint Research Translational Group, donc qui est en cours en ce moment, ce PhD. Et je planifie faire une demande au Junior 1 du FRQS à l'automne 2023 pour débuter comme chercheur indépendant là, en juillet 2024. Mes intérêts en recherche, j'en ai plusieurs, mais notamment les transfusions sanguines en soins aigus et en médecine périopératoire. Mon projet de mémoire portait surtout sur ce sujet. J'ai également un intérêt particulier pour l'approche collaborative avec les parties prenantes, que ce soit les utilisateurs de connaissances ou les patients partenaires, et appliquer cette approche collaborative qu'on peut également appeler là, une application des connaissances intégrées à différents devis de recherche, que ce soit synthèse des connaissances, des études de cohorte et autres. Et j'ai également un intérêt là, pour l'analgésie en médecine périopératoire. Quand on pense à l'analgésie en médecine périopératoire, on pense bien entendu à l'utilisation des opioïdes, puisque c'est un des médicaments analgésiques là, les plus utilisés en général, mais également en médecine périopératoire. Et comme vous le savez probablement, les opioïdes, c'est une molécule, c'est une classe de médicaments en fait, qui a fait la manchette au Québec et au Canada. Ici, vous en voyez quelques exemples là, seulement au courant des 4 dernières semaines. Et je m'intéresse particulièrement au rôle des anesthésiologistes ou de la médecine périopératoire qu'on peut jouer à l'égard de cette crise-là des opioïdes avec le problème de dépendance qu'on connaît bien aujourd'hui. Et également, quelles sont les alternatives qu'on peut utiliser pour réduire cette utilisation d'opioïdes là, en médecine périopératoire, mais que ce soit basé sur des données probantes. C'est dans ce contexte que j'ai développé un programme de recherche qui s'intitule « Les alternatives aux opioïdes en médecine périopératoire et leur impact sur les issues cliniques orientées vers le patient ». Mon programme de recherche comporte... Oh, on dirait que quelqu'un a oublié de fermer son micro. Comporte plusieurs étapes. D'abord, l'étape synthèse des connaissances, donc avec une étude de la portée et une ou plusieurs revues systématiques. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'étude de la portée parce que c'est le projet qui est en cours. Mais ensuite, on fait également une enquête. Fait que l'étape de synthèse des connaissances va servir à décrire les données probantes sur le sujet et également évaluer le niveau de preuve qui sous-tend les possibles alternatives qu'on peut utiliser en médecine périopératoire et plus particulièrement lorsque les patients sont sous anesthésie générale.
Ensuite, on va effectuer une enquête de pratique pan-canadienne pour évaluer l'opinion des anesthésiologistes sur les opioïdes et leurs alternatives pour les patients nécessitant une anesthésie générale. Et également, en parallèle de tout ça, j'effectue une étude de cohorte qui est en fait une sous-étude d'un essai clinique randomisé qui s'intitule le PVC-RAM1 Trial, qui est un essai clinique randomisé qui inclut 8 centres canadiens et près de 1000 patients, qui va nous permettre de déterminer quelles sont les pratiques actuelles canadiennes en termes d'utilisation d'opioïdes puis des alternatives aux opioïdes pendant la chirurgie. Tout cela va informer une étude de faisabilité pour ensuite mener à potentiellement un essai clinique randomisé multicentrique. Le ACI que vous voyez à gauche, c'est pour montrer que toute cette programmation de recherche-là se fait en partenariat là, avec plusieurs groupes d'utilisateurs de connaissances et de patients partenaires. Donc, c'est une approche par application des connaissances intégrées que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Donc, quelle est l'utilisation des opioïdes en médecine périopératoire? Donc, bien entendu, c'est utilisé pour l'analgésie beaucoup en post-opératoire, mais c'est souvent initié durant la chirurgie lorsque les patients sont sous anesthésie générale chez des patients qui n'en utilisaient pas auparavant, donc qui étaient naïfs aux opioïdes, si on veut. Pourquoi c'est ainsi? Eh bien, puisque les opioïdes font partie d'une des 3 composantes là, de l'anesthésie générale qu'on utilise depuis au-delà de 50 ans. Donc, normalement, les 3 composantes là, principales d'une anesthésie générale, c'est la paralysie. On va habituellement utiliser des curares pour cet aspect-là. L'amnésie ou l'anesthésie. Donc, on ne veut pas que le patient se souvienne de cette expérience. Donc, on va utiliser soit des gaz anesthésiants ou du propofol, par exemple. Et l'autre aspect qui est l'analgésie. Mais comme le patient ne peut pas exprimer subjectivement sa douleur, on va plutôt parler de nociception, donc qu'on peut observer avec des signes indirects là, comme la tachycardie ou l'hypertension. Donc, le patient va réagir aux stimuli douloureux, mais on ne peut pas vraiment qualifier ça de douleur puisqu'il ne ressent pas d'expérience subjective à la douleur lorsqu'il est sous anesthésie générale. Et les opioïdes vont avoir cette utilité lorsque les patients sont sous anesthésie générale, de maintenir une certaine stabilité hémodynamique. Donc, ça aide à maintenir cette stabilité. C'est-à-dire une fréquence cardiaque qui va être un petit peu plus stable et moins d'hypertension. Et ça peut également aider à obtenir l'immobilité du patient. Cela étant dit, on sait qu'il y a environ 2 des patients suivant des chirurgies majeures qui vont développer une utilisation à long terme d'opioïdes. Considérant qu'il y a environ 300 millions de chirurgies majeures par année à l'échelle internationale, ça représente un fardeau social, économique et sanitaire qui est considérable. D'ailleurs, avec la crise des opioïdes qu'on connaît aujourd'hui et l'augmentation des décès liés à l'utilisation des opioïdes, ça vaut la peine de se questionner sur cette utilisation périopératoire et voir si on peut faire mieux. On sait par exemple qu'il y a 20 décès par jour liés à l'utilisation des opioïdes au Canada. Outre l'utilisation à long terme d'opioïdes suivant une chirurgie, on se questionne également sur les effets secondaires de l'utilisation des opioïdes à court terme, c'est-à-dire lorsque les patients sont sous anesthésie générale. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand on utilise des opioïdes, même si ce n'est que pour une courte durée, il y a des effets secondaires. Par exemple, une augmentation de la tolérance, c'est-à-dire qu'il faut utiliser plus de médicaments pour obtenir le même effet analgésique, en particulier lié au fait que les opioïdes qu'on utilise pour les patients sous anesthésie générale, c'est des opioïdes qui sont très puissants et incisifs. Également, une augmentation du risque de dépression respiratoire après l'opération, une augmentation des nausées après l'opération et également une augmentation du risque de réadmission. Il pourrait potentiellement avoir un impact aussi sur le devenir fonctionnel et la qualité de vie du patient suivant l'opération. Cela étant dit,
l'impact de l'utilisation d'opioïdes pendant la chirurgie sur l'utilisation à long terme et les possibles troubles de dépendance aux opioïdes est incertain. Donc, dans ce contexte, quelles sont les alternatives qu'on peut utiliser aux opioïdes pour soit en utiliser moins ou utiliser moins d'analgésie en général? Donc, il y a principalement 5 grandes classes. La technique chirurgicale, donc on peut utiliser des techniques chirurgicales qui sont minimalement invasives. On peut utiliser également de l'analgésie régionale. On peut effectuer de l'infiltration locale et il y a également tout l'aspect organisationnel et psychosocial des soins. Finalement, l'aspect qu'on va plus se pencher aujourd'hui, c'est les alternatives pharmacologiques. Les raisons pour lesquelles je mets l'accent sur les alternatives pharmacologiques, c'est principalement parce qu'il y a une grande hétérogénéité dans les pratiques médicales. Il y a un manque de données probantes à l'égard de ce domaine en particulier. Les lignes directrices sont incomplètes pour les patients sous anesthésie générale et il y a également des risques potentiels pour les patients si on utilise des alternatives pharmacologiques sans les avoir étudiées suffisamment au préalable. Donc, à quoi ça ressemble l'utilisation d'opioïdes en anesthésiologie chez les patients qui sont sous anesthésie générale? D'abord, il faut savoir qu'il y a une diminution de l'utilisation des opioïdes pour les patients sous anesthésie générale. Comme vous voyez sur le tableau à droite, chaque ligne est en fait différents centres hospitaliers aux États-Unis et on voit l'évolution de la quantité d'opioïdes qui est utilisée pour les patients sous anesthésie générale en fonction des années. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans pas mal tous les centres, il y a une diminution de l'utilisation d'opioïdes et cette réduction d'opioïdes est compensée par une augmentation d'utilisation des alternatives aux opioïdes. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une hétérogénéité importante dans les pratiques médicales également, et cette hétérogénéité n'est pas expliquée par les différentes caractéristiques des patients. En plus, ces alternatives aux opioïdes, donc ici, vous en voyez des exemples, c'est des exemples d'alternatives aux opioïdes ou de stratégies pharmacologiques d'épargne aux opioïdes. Donc, il y en a plusieurs. Ici, c'en est quelques-uns. Il y en a au-dessus d'une vingtaine. Et la plupart sont utilisés hors autorisation médicale, là, donc off-label pour cette indication. Quelles sont les données probantes sur l'utilisation de ces alternatives? Eh bien, oui, il y a certains bénéfices potentiels. Par exemple, une possible réduction des nausées après l'opération. On sait qu'on est capable avec certains de ces médicaments, de réduire l'utilisation opioïde à court terme, donc pendant l'opération ou immédiatement après l'opération. Par contre, pour ce qui est du plus long terme, c'est incertain et on sait qu'on peut obtenir une analgésie qui est similaire. Par contre, on manque de données probantes concernant les issues cliniques orientées vers le patient, donc des issues multidimensionnelles comme le devenir fonctionnel, la qualité de vie et autres. Et on manque de données également sur l'aspect sécurité puis les effets secondaires. Aussi, il y a très peu d'études sur l'efficacité comparative et pragmatique. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne le mieux parmi ces molécules. Et c'est potentiellement ce qui explique l'hétérogénéité dans les pratiques qu'on observe actuellement. Pour ce qui est des lignes directrices, bon, eh bien, d'abord, il y a des lignes directrices en général qui nous guident sur comment on devrait utiliser les opioïdes pour les douleurs non cancéreuses, donc notamment par le consortium canadien en 2007 et la CDC aux États-Unis en 2022. Et ce que ça nous dit, ça tombe sous le sens, c'est qu'on devrait utiliser la plus faible quantité d'opioïdes pour la plus courte durée de temps et uniquement lorsque c'est nécessaire. Cela étant dit, pour les patients sous anesthésie générale, ça pose quand même un défi important. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, les patients sous anesthésie générale, bien entendu, ils n'ont pas de symptômes, donc c'est difficile de savoir c'est quoi le niveau de douleur qu'ils ressentent véritablement.
Et les indices indirects de stimuli douloureux, comme la tachycardie puis l'hypertension, par exemple, eh bien, on sait que c'est des indices indirects qui sont pas très fiables de la douleur ou de la nociception qui pourraient potentiellement survenir. L'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas de monitoring actuellement disponible qui est fiable et validé pour mesurer la nociception chez les patients qui sont sous anesthésie générale. En ce qui a trait des lignes directrices spécifiques à l'anesthésiologie, ils ne nous donnent pas d'informations sur ce qu'on devrait faire pendant l'anesthésiologie. Et également, on a un problème d'applicabilité dans la plupart des lignes directrices et il y a très peu de collaboration avec les parties prenantes, donc les utilisateurs de connaissances. C'est dans ce contexte qu'on a donc développé mon programme de recherche pour lequel l'objectif principal est d'évaluer l'efficacité d'une ou plusieurs alternatives aux opioïdes pour améliorer la qualité du rétablissement et l'utilisation à long terme d'opioïdes chez les patients nécessitant une anesthésie générale. La première phase de mon programme de recherche est financée par les instituts de recherche en santé au Canada. Donc, on a reçu une subvention en mars 2022. Et bien sûr, j'effectue ce programme en collaboration avec d'autres co-chercheurs, des étudiants et également une équipe de patients partenaires et plusieurs utilisateurs de connaissances là, que je vais introduire leur rôle un petit peu plus tard. Donc, c'est un programme qui est important. Pourquoi? Notamment parce qu'on répond à des priorités pour la recherche au Canada. Donc, basé sur un consortium canadien de chercheurs, de cliniciens, de patients partenaires et de décideurs. Notre programme inclut 4 des 10 plus grandes priorités en 2020 en recherche au Canada en médecine périopératoire. Notamment, une des priorités qui est indiquée dans ce consortium, c'est quel est l'impact de la réduction des opioïdes pendant l'anesthésie pour les issues là, orientées vers les patients après la chirurgie et également par rapport à la dépendance aux opioïdes après une chirurgie. Donc, pour ce qui est des étapes là, plus précises du programme de recherche, d'abord, il y a une phase préliminaire qui est complétée, qui consistait en une revue systématique sur l'efficacité analgésique des gabapentinoïdes en médecine périopératoire. Ensuite, la première phase du programme à proprement parler, c'est de développer l'approche par application des connaissances intégrées. Ensuite, les étapes de synthèse des connaissances, l'enquête de pratique, l'étude de cohorte et finalement, pour informer l'étude de faisabilité et l'essai clinique randomisé multicentrique. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de l'approche par application, dans le fond, des 3 premières étapes, c'est-à-dire la revue systématique, l'approche par application des connaissances intégrées et l'aspect de la revue de la portée. Donc, pour ce qui est de la phase préliminaire, qui consistait en une revue systématique avec méta-analyse, évaluant l'efficacité analgésique des gabapentines en médecine périopératoire chez l'adulte. C'est une revue systématique qu'on a publiée en 2020 dans le magazine, dans le journal scientifique Anesthésiologie. Et qu'est-ce que c'est les gabapentinoïdes? En fait, c'est des médicaments qui étaient à la base des anticonvulsivants, c'est-à-dire le prégabalin et le gabapentin, mais qui ne fonctionnaient pas très bien pour cette indication donc d'anticonvulsivants. Et donc, ils sont utilisés pour plein d'autres choses hors autorisation par Santé Canada, par exemple, et en particulier pour la douleur aiguë et chronique. Donc, avant qu'on effectue notre revue systématique, l'utilisation des gabapentinoïdes là, était répandue et croissante. Comme vous pouvez le voir ici sur un tableau de l'utilisation des gabapentinoïdes aux États-Unis en fonction des années, vous voyez que autant l'utilisation du prégabalin que du gabapentin était en augmentation et c'était surtout pour des utilisations qui étaient non approuvées. Donc, par exemple, pour la douleur en médecine périopératoire. Et on se rendait compte que
Pour la douleur en médecine périopératoire, comme alternative aux opioïdes, c'est également de plus en plus utilisé. Également, de plus en plus auprès de clientèle à risque, comme c'est-à-dire des clientèles qui étaient plus à risque d'effets secondaires, comme la clientèle plus âgée ou les patients avec des problèmes pulmonaires. C'est important parce que, justement, ça fait partie des effets secondaires des gabapentinoïdes. Donc, c'est des médicaments qui augmentent le risque de dépression respiratoire, en particulier si on les donne chez des patients âgés ou des patients avec des problèmes pulmonaires ou des patients ou qu'on les administre également avec des opioïdes. C'est pertinent pour la période périopératoire parce que, comme je vous expliquais au départ, les opioïdes, on en utilise presque tout le temps pour les patients sous anesthésie générale. Les gabapentinoïdes sont également associés à un risque de surdose aux opioïdes suivant une chirurgie majeure. Et les gabapentinoïdes en tant que tels sont également associés à un risque d'abus et de dépendance. Ça semble donc pas être des si bonnes alternatives là, aux opioïdes. Également, il y avait des préoccupations importantes provenant des autorités de santé publique. Par exemple, Santé Canada, qui donnait des avertissements sur la co-administration avec les opioïdes et les risques de dépression respiratoire. Même chose avec la FDA aux États-Unis et même chose avec le NHS. Donc, dans ce contexte-là, on se questionnait sur est-ce qu'il y a vraiment là, un bénéfice clinique net pour les patients à utiliser des gabapentinoïdes en médecine périopératoire. Ce qu'on a effectué, c'est une revue systématique avec méta-analyse suivant les recommandations du groupe Cochrane. Donc, une sélection et une extraction des données par deux réviseurs de manière indépendante. On a évalué le risque de biais de chaque étude avec l'outil d'évaluation du groupe Cochrane. Et on a également fait une analyse séquentielle pour évaluer s'il y avait un besoin par la suite de faire d'autres essais cliniques randomisés supplémentaires. Et on a évalué l'importance clinique des résultats, c'est-à-dire que pour évaluer l'efficacité analgésique des gabapentinoïdes. Oui, Gina, est-ce qu'il y avait une question? Non, OK. C'est-à-dire que pour évaluer l'efficacité analgésique des gabapentinoïdes, on n'a pas juste regardé la différence statistique entre les groupes sur l'intensité de la douleur, mais également si cette différence était cliniquement significative en utilisant un seuil de différence cliniquement significative de 10 sur 100 entre les groupes. Et on a également fait des analyses de sensibilité pour quantifier la proportion de patients qui atteignaient cette différence cliniquement significative. Finalement, on a aussi évalué le niveau de preuve avec l'approche GRADE. Donc, je fais un survol assez sommaire des résultats, juste pour vous montrer ici que c'était une revue systématique qui était extrêmement exhaustive et qui avait beaucoup d'études qui étaient incluses. Donc, on avait près de 300 études incluses et on a également été pour limiter le plus possible le biais de publication, on a regardé aussi les sites web de l'industrie. Donc, on a été très, très exhaustif dans ce qu'on a pu inclure et tout près de 25 000 patients, dans le fond, dans notre revue systématique pour les résultats finaux. Ce qu'on a montré avec notre étude, c'est qu'il n'y avait pas d'effet analgésique cliniquement significatif avec l'utilisation de routine des gabapentinoïdes en médecine périopératoire, que ce soit le prégabalin ou le gabapentin. On a également fait plusieurs analyses de sous-groupes. Il y avait par contre des risques d'effets secondaires importants comme des étourdissements, des problèmes visuels après l'opération, une légère augmentation de la durée de séjour également. Et on a remarqué que le risque d'abus de substance était sous-évalué. Le risque d'abus de substance vraiment lié au gabapentinoïde. Et il y avait très peu d'études qui utilisaient des issues multidimensionnelles et donc des issues là, axées sur le devenir du patient, donc des patient-centered outcomes, si on veut. Et ce qu'on a conclu, c'est qu'il était très improbable que de nouvelles études évaluant l'effet analgésique aient un impact significatif sur les résultats avec notre analyse séquentielle.
On a eu un impact sur les recommandations de UpToDate. Donc, c'est des lignes directrices cliniques là, sur tous les sujets cliniques qu'on peut imaginer, notamment en médecine périopératoire. Et maintenant, ce qui est recommandé, c'est de ne pas utiliser les gabapentinoïdes en médecine périopératoire pour la douleur aiguë. On sait également que ces médicaments-là ne réduisent pas les problèmes de dépendance aux opioïdes. Et il y a également un article récent qui réunissait plusieurs sociétés cliniques de médecine périopératoire, donc que ce soit les anesthésiologistes, chirurgie générale, vasculaire, orthopédique et autres, qui allaient dans le même sens, donc contre l'utilisation des gabapentinoïdes maintenant pour la médecine périopératoire. En ce qui a trait des découvertes et innovations également pour informer la suite du programme, ce qu'on réalise, c'est l'importance de prendre en compte la pertinence clinique des résultats et non seulement statistique. Aussi, la complexité d'interpréter les scores de douleur unidimensionnels en médecine périopératoire. Donc, même si on trouve qu'un médicament peut réduire l'intensité de la douleur, il peut également augmenter les effets secondaires et parfois, ça peut être assez complexe d'interpréter puis de fournir des recommandations suivant ce type d'issue. Et c'est pourquoi il faut mettre l'importance sur les issues qui sont multidimensionnelles et orientées vers le patient pour vraiment prendre en compte l'expérience globale des patients après l'opération. C'est dans ce contexte qu'on a développé la première phase du programme de recherche et en particulier l'approche par application des connaissances intégrées qui va être importante pour toutes les phases suivantes là, du programme de recherche. Donc, qu'est-ce que c'est une application des connaissances intégrées? Eh bien, c'est penser à l'application des connaissances puis des résultats de notre étude avant la fin de l'étude. En fait, on y pense à partir du début, à partir du moment qu'on pose la question de recherche. Et ça implique également qu'on entre en interaction avec différents groupes, donc des cliniciens, des patients, des décideurs, des étudiants et des méthodologistes, qu'on entre en interaction avec eux dès le début du programme de recherche et tout au long jusqu'à la fin. Donc, on fait l'application puis le transfert des connaissances dès le départ du projet. On se pose des questions sur ces aspects et on considère ces collaborateurs comme des partenaires égaux dans le cadre du projet puis du programme de recherche. Donc, dans notre contexte, comme vous pouvez voir, on a plusieurs groupes d'utilisateurs de connaissances qui collaborent avec nous, comme Solving Pain, Choosing Wisely, Chronic Pain Network, Santé Canada, etc. Et d'une manière très importante, on collabore avec le PACT, donc le groupe de recherche en médecine périopératoire au Canada, qui est un groupe de plusieurs cliniciens puis chercheurs pan-canadiens qui supportent là, chacune des étapes de ma programmation de recherche. Et ce que ça permet, ce que ça vise aussi, l'application des connaissances intégrées, c'est d'avoir des questions qui sont plus pertinentes et qui, à la fin, vont être donc plus facilement applicables et utilisées par les utilisateurs de connaissances. Notamment, c'est ça. Donc, et l'autre aspect qui est important dans notre application des connaissances intégrées, c'est l'engagement avec les patients partenaires. Qu'est-ce que c'est un engagement avec les patients partenaires? Selon les instituts de recherche en santé au Canada, c'est une approche de collaboration significative et active à la gouvernance, l'établissement et l'établissement des priorités et la conduite de recherche. Donc, encore une fois, on considère les patients partenaires comme faisant partie intégrante de l'équipe et on les implique précocement dans plusieurs étapes de la recherche. Et c'est ce qu'on a fait dans notre programme de recherche. Pourquoi c'est important? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un besoin. Donc, il y a moins de 1% des essais cliniques en médecine périopératoire qui ont été effectués en impliquant des patients partenaires. Alors que c'est les principaux intéressés qui vont finalement bénéficier des résultats ou des traitements qu'on va ultimement trouver. Il y a de multiples bénéfices
à impliquer des patients partenaires. Par exemple, ils nous apportent une perspective importante, c'est-à-dire comment c'est vécu dans la réalité par eux. Ça améliore la pertinence et l'applicabilité. C'est également une priorité pour plusieurs organismes subventionnaires, notamment les IRSC. Et ça aide aussi à mieux disséminer les résultats, par exemple, pour ce qui est de la vulgarisation scientifique. Comment on s'y est pris, nous, pour appliquer cet engagement avec les patients partenaires? Eh bien, d'abord, on s'aide avec différents cadres conceptuels et des guides. Premièrement, pour ce qui est des principes qu'on utilise pour cette démarche-là de collaboration avec des patients partenaires, on utilise les principes du SPAR ou du SRAP en français, la stratégie de recherche axée sur le patient, qui est une filière associée avec les IRSC. Et les principes qui guident cette démarche-là, eh bien, c'est des principes de représentativité, d'inclusion et de co-création. Ensuite, pour le processus, on a impliqué les patients partenaires très tôt, mais dépendamment des phases de recherche, ils vont avoir une intensité de leur engagement qui va être différente. Donc, il peut aller d'une intensité de plutôt collaborative, si on veut, jusqu'à vraiment donner un rôle de leadership aux patients partenaires. Et ça, c'est guidé par le continuum de l'Association internationale pour la participation publique des patients partenaires. L'autre aspect qu'on utilise, c'est l'évaluation. Donc, on demande aux patients partenaires d'évaluer eux-mêmes leur satisfaction à l'égard de leur démarche avec nous en recherche. Donc, pour ce faire, on utilise le PPEET, le Public and Patient Engagement Evaluation Tool. Pourquoi on utilise celui-là? Parce qu'il est complet, il répondait à nos besoins et à ceux des patients partenaires. Également parce qu'il permet aux patients partenaires de mettre des commentaires et donc d'écrire vraiment leur perspective et puis comment ils vivent l'expérience. Et puis, on s'en sert pour améliorer le processus. Finalement, en ce qui a trait de la diffusion, donc quand on veut publier dans des articles scientifiques, on utilise la liste de contrôle GRIP 2. Donc, ce qui nous mène à la portion synthèse des connaissances. D'abord, la revue de portée ou le scoping review qu'on a développé s'appelle Intraoperative Pharmacologic Opionization Strategies and Patient-Centered Outcome After Surgery. Donc, c'est un projet qui est en cours. Je vais vous présenter le projet un petit peu et où on en est avec ce projet-là. L'objectif, c'est de décrire et caractériser les essais cliniques randomisés évaluant l'efficacité des stratégies pharmacologiques visant à minimiser l'utilisation d'opioïdes pendant et après la chirurgie pour les patients nécessitant une anesthésie générale. Et les sous-objectifs, en fait, c'est d'identifier les stratégies prometteuses pour ensuite informer la revue systématique, synthétiser les issues orientées vers le patient, donc lesquelles qui sont moins utilisées ou plus utilisées, et comparer les pratiques en recherche d'utilisation d'issues orientées vers le patient avec des recommandations bien établies. Les critères d'éligibilité, bien, on inclut une clientèle adulte chirurgicale nécessitant une anesthésie générale. Notre intervention, c'est les stratégies d'épargne ou alternatives aux opioïdes pharmacologiques qui sont débutées pendant l'opération. Les comparateurs qui sont inclus, c'est placebo, opioïdes ou les soins usuels. Et ça prend au moins une issue orientée vers le patient. Et on inclut uniquement des essais cliniques randomisés. Quand on parle d'issues cliniques orientées vers le patient, on utilise le guide du STEP Compact Recommendation. Donc, c'est des recommandations internationales sur des définitions des issues cliniques orientées vers le patient, la classification que vous voyez ici, et pour chaque domaine, quelle issue centrée pour le patient devrait être préconisée. Donc, pour le domaine de la satisfaction, du bien-être, de la qualité de vie, du retour à une certaine fonction après l'opération et l'impact sur le quotidien, par exemple, le retour au travail. Également, comme c'était important, suivant discussion avec nos utilisateurs de connaissances et les parties prenantes, on a aussi inclus la douleur chronique et l'utilisation à long terme d'opioïdes dans nos issues cliniques orientées vers le patient. On utilise des méthodes guidées par le guide du GBI pour notre revue de la portée.
On a effectué une stratégie de recherche qui était validée par les pairs selon les lignes directrices PRESS. Et pour ce qui est de la sélection et de la révision des études, on utilise au minimum 2 réviseurs de manière indépendante et on fait des vérifications de qualité. Pour vous donner une idée du progrès jusqu'à maintenant, donc c'était une très grosse une quantité de travail là, assez importante puisque suivant notre stratégie de recherche, on a obtenu plus de 24 000 références. On a dû réviser au-dessus de 4 000 articles complets et on anticipe avoir besoin de faire une extraction des données pour environ 700 études. C'est un défi qui était anticipé, basé sur la littérature qu'on connaissait bien là, sur le sujet. Et donc, pour nous aider à surmonter ce défi, ce qu'on utilise comme stratégie, c'est d'abord l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la sélection des études à l'étape du titre et du résumé. Donc, il y a certaines plateformes comme Distiller là, qui offrent ces stratégies d'intelligence artificielle qui permettent de toujours avoir un réviseur humain qui va faire la sélection, mais à partir d'un certain moment, l'intelligence artificielle va s'occuper de faire la deuxième vérification si on rencontre certains critères. C'est une stratégie qui a également été validée. Ensuite, l'autre stratégie qu'on utilise, c'est l'utilisation d'une plateforme web qui nous permet d'avoir plusieurs réviseurs qui aident pour les étapes du plein texte et également pour l'extraction des données. On utilise la plateforme InsideScope et on a à l'heure actuelle 18 réviseurs qui collaborent. Pour que le réviseur, puis on fait des techniques, on utilise des techniques de monitoring puis de vérification pour s'assurer de la qualité du travail. Et le réviseur, avant de pouvoir de pouvoir collaborer avec nous dans le projet, doit rencontrer certains critères, notamment on lui fait passer un test avec 50 études. Ensuite, l'autre défi, c'est la collaboration avec les patients partenaires. Donc, bien que ce soit une force, ça représente également un défi pour différentes raisons, notamment certains ne sont pas habitués avec la recherche, ne sont pas habitués non plus, ne connaissent pas bien qu'est-ce que l'anesthésiologie ou la médecine périopératoire. Pour surmonter ce défi, on a d'abord le soutien du Centre de méthodologie d'Ottawa et on a également intégré là, une stratégie d'évaluation formative qui nous permet de répondre aux difficultés que certains patients peuvent rencontrer et de s'améliorer dans ce sens. Ce qu'on a également fait, c'est que on a fait une démarche afin de pouvoir, comment je pourrais dire, bien intégrer les principes là, du SRAP à la médecine périopératoire et créer des stratégies permettant de faciliter chacun des principes directeurs du SRAP pour la collaboration avec les patients partenaires. On a un article qui va être publié dans quelques semaines qui va détailler en fait toutes les stratégies puis certains outils qu'on a pour aider les chercheurs à collaborer avec les patients partenaires. Si certains sont intéressés à en discuter davantage, je leur invite à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. L'autre défi, c'est la grande équipe. Donc, étant donné qu'on a plusieurs groupes d'utilisateurs de connaissances qui collaborent avec nous, ça peut représenter un certain défi. C'est pour ça qu'on a intégré un bulletin d'information à chaque 3-4 mois qu'on envoie à tous nos collaborateurs, incluant les groupes d'utilisateurs de connaissances. On a rencontré tous les représentants de ces groupes d'utilisateurs de connaissances avec des rencontres individuelles. Et on leur a également envoyé un sondage pour savoir à quel niveau c'est les différents groupes d'utilisateurs de connaissances, là, que ce soit Choosing Wisely, Santé Canada et autres, préféraient s'impliquer dans nos projets de recherche. Et voyez les résultats ici. Donc, ça nous permet de cibler nos interventions et de rendre la démarche plus pertinente pour eux et pour nous également. Pour ce qui est du rôle plus précis des patients partenaires là, dans la revue de la portée, ils ont un rôle à plusieurs étapes, notamment un terme de référence au début pour guider les objectifs de travail,
de collaboration, nous aider avec les résumés vulgarisés. Ils sont co-auteurs pour la rédaction d'articles scientifiques. Ils participent dans la demande de subventions, donc que ce soit par la révision, par des témoignages, également des lettres d'appui. On travaille beaucoup en collaboration avec eux pour la priorisation des issues et dans l'interprétation des résultats, et également pour évaluer certains outils, donc certains instruments là, pour les issues orientées vers le patient et avoir leur opinion à ce sujet-là pour identifier potentiellement certaines forces ou faiblesses là, des différents outils. Également, on collabore avec eux pour la sélection des covariables et des analyses de sous-groupes lors de l'extraction des données. Donc, vous voyez ici juste un exemple du travail de collaboration qu'on peut faire avec les patients partenaires. Donc, ce tableau-là, ce qu'il nous montre, c'est la priorisation des issues orientées vers le patient. D'abord, on a les 5 domaines que je vous ai montrés un petit peu plus tôt par le groupe STEP Compact, qui fournit des recommandations sur les issues cliniques orientées vers le patient. Ensuite, ce groupe nous recommande des outils pour chaque domaine et nous, ce qu'on a fait en collaboration avec nos groupes d'utilisateurs des connaissances et les patients partenaires, c'est qu'on a fait un travail de priorisation en fonction de la plausibilité que une possible alternative aux opioïdes ait un impact sur ces issues-là, également en fonction de l'importance pour les patients partenaires et les groupes d'utilisateurs des connaissances que représentent ces outils. Et donc voilà, c'est une priorisation qui va nous permettre de faciliter l'interprétation des résultats de la revue de la portée et d'ensuite prioriser les interventions pour la revue systématique qui va suivre. Ici, je vous donne un aperçu de notre échéancier pour la revue de la portée. Vous voyez qu'on a commencé les étapes là, de révision et de sélection du titre et résumé en 2022. Et à partir du moment qu'on a établi notre équipe avec InsideScope, donc notre plateforme web là, qui nous a permis d'impliquer plusieurs réviseurs dans le projet, ça nous a permis d'avancer assez rapidement pour notamment trouver les articles, réviser les articles au plein texte, malgré le fait qu'on avait une charge de travail qui était immense. Et vous voyez ensuite là, la projection du travail qui va suivre. Donc, concernant le travail qui va suivre, les prochaines étapes sont de compléter et distribuer l'enquête de pratique, qui va être également informée par la revue de la portée, la revue systématique, qui va porter sur une ou plusieurs stratégies identifiées comme prometteuses avec la revue de la portée, l'étude de cohorte pour décrire les pratiques et ensuite l'étude de faisabilité pour faire un essai clinique randomisé multicentrique et pragmatique puisque c'est quelque chose qui est un besoin dans la littérature et les lignes directrices en anesthésiologie. Donc, merci pour votre attention. Puis, je remercie également tous nos partenaires et collaborateurs là, dans cette programmation de recherche. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation bien appuyée, comment je dirais, pour des gens comme moi qui ne sont pas dans ton domaine de recherche, d'avoir pris le temps de bien poser la problématique de recherche, c'est extrêmement intéressant. Et je t'en remercie d'avoir pris le temps qu'il faut pour bien nous situer. On va passer à la période de questions. Je vous invite à lever la main virtuelle. Donc, on a une première question. Lynn Moore. Vas-y, Lynn. Merci beaucoup, Michael. Vraiment intéressant ta présentation. J'aurais 2 questions pour toi. Je me demande à quel point tu tiens compte des différents profils des patients là, quand tu regardes l'analgésie, que ce soit des patients avec des diagnostics urgence, semi-urgent, non-urgent, etc. Puis la deuxième question, c'est comment tu tiens compte de tout le profil d'utilisation d'opiacés ou autres hors la période périopératoire, c'est-à-dire les patients qui arrivent qui ont déjà une dépendance
puis qui en reçoivent des opiacés en soins aigus là, avant ou après la chirurgie? Comment tenir compte de tout ça? Oui, merci Lynn, c'est une bonne question. En fait, je vais répondre aux deux questions là, pratiquement de la même manière, c'est-à-dire comment on tient compte des différents facteurs, soit liés au patient ou à la chirurgie. Donc, dans le cadre de la revue de la portée, qui est le projet là, qu'on est en train de faire en ce moment, on en tient compte d'une manière assez exhaustive, c'est-à-dire que dans notre extraction des données, on va prendre en compte ceux qui prenaient des opioïdes avant ou pas, également la douleur chronique, donc ceux qui avaient des problèmes de douleur chronique avant ou non. On va aussi regarder d'une manière exploratrice là, s'il y a des essais cliniques randomisés qui prennent en compte les facteurs génétiques, parce qu'on sait que c'est de plus en plus important là, dans la recherche, puis également l'interaction avec certains médicaments qu'on peut utiliser. Pour ce qui est du type de chirurgie, c'est également pris en compte, puis ça va potentiellement, en ce moment, il n'y a rien qui nous indique qu'on devrait moduler l'utilisation de certaines alternatives ou pas en fonction du type de chirurgie, mais on va quand même explorer cette avenue, puis on va bien sûr l'avoir dans notre extraction de données. Quelle était autant la spécialité du type de chirurgie, mais également si c'était urgent ou pas urgent comme chirurgie. OK, merci. Et d'autres autres? Oui, bonjour, là, enchantée là, de vous rencontrer. Puis merci pour la présentation bien instructive là, sur un domaine que je connais peu. Là. Moi, j'ai accroché avec un petit questionnement pas mal au début, là, où il me semble que vous avez exposé que 2% des personnes qui subissent une chirurgie puis qui reçoivent des opioïdes, mais qui étaient naïfs aux opioïdes avant, là, développent une dépendance. Et bon, ça paraît pas beaucoup sur le coup, mais quand on se rend compte qu'il y a un grand nombre de chirurgies partout à tous les jours, bon, mais ça devient important, là. Ça fait que ça, je suis bien, mais je me demandais, qu'est-ce qu'on sait sur les sur les patients qui qui développent une dépendance en comparaison à ceux qui n'en développent pas? On doit déjà avoir des connaissances, ou c'est peut-être une des questions que vous allez investiguer dans vos revues planifiées, là, mais moi, ça m'a intriguée. Probablement, ça va rejoindre la réponse que vous venez déjà de donner, là, mais je voulais quand même y aller. Non, c'est une bonne question. Puis oui, on a des connaissances à cet égard, puis il y a aussi beaucoup de zones d'incertitude encore. Il faut savoir que le 2%, c'est un 2% suivant les chirurgies majeures, mais oui, c'est un risque là, qui est quand même considérable. Puis quand on regarde ça sur le nombre total d'opérations qu'il peut avoir au Canada, mais aussi partout dans le monde, là, c'est quand même un nombre qui est significatif. Dans les facteurs prédicteurs, il y en a plusieurs, notamment bon, les gens qui ont déjà eu d'autres problèmes d'abus de substances avec soit les opioïdes, mais également avec toute autre substance. C'est un facteur prédictif là, d'utilisation à long terme d'opioïdes après une chirurgie. Puis il faut également savoir que le 2%, c'est l'utilisation à long terme après une chirurgie. Ce n'est pas tout ce 2% qui va avoir des troubles d'abus et de dépendance, mais c'est une proportion qui est quand même élevée. L'autre chose, c'est si on a énormément de douleurs non contrôlées après l'opération, ça va nous mettre plus à risque là, d'utiliser des opioïdes à long terme et de développer des problèmes de dépendance. Puis les troubles de santé mentaux, là. Donc, les gens qui ont déjà eu, si je me rappelle bien, là, les gens qui ont des gros problèmes d'anxiété ou de dépression, ça va les mettre plus à risque aussi. Puis j'en oublie probablement plusieurs, là, mais rapidement comme ça, c'est ceux que je peux vous dire. Merci. Oh, je pense que vous avez fermé votre micro. Désolée. Merci beaucoup, là, mais vous me voyez venir, on pourrait s'imaginer un algorithme qui isole ou en fait de prédiction sur les patients plus à risque. Là. Puis là, ben, on pourrait concentrer toutes les stratégies alternatives là, qui sont pas faciles à manœuvrer, peut-être sur ce monde-là, en tout cas. C'est juste une idée de même. Là. Merci. Oui, tout à fait. Merci. Merci, Deltrot. Clermont? Bonjour, merci beaucoup, Michael. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai accroché un petit peu sur la question de la mesure de résultats. Alors là, vous avez dit que c'était des mesures de résultats qui étaient orientées vers le patient et vous avez écarté, au départ, là, vous avez écarté l'intensité de la douleur. Puis là, après ça, vous avez présenté des mesures orientées sur le patient, puis on n'y retrouvait pas l'intensité de la douleur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Oui, tout à fait. Fait que quand on regarde les définitions en anglais, là, c'est les Patient-Centered Outcomes du STEP Compact, on ne retrouve pas l'intensité de la douleur de manière unidimensionnelle. Puis la raison, c'est parce que c'est extrêmement difficile. On peut avoir une intensité de la douleur qui est à 0 pendant 2 semaines si on vous garde endormi. Donc, c'est parce que l'intensité de la douleur ne prend pas en compte tout l'ensemble du patient. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Puis pour mesurer l'analgésie, ce qui est inclus dans notre vue de la portée, c'est les échelles qui sont multidimensionnelles, par exemple le BPI ou le McGill Pain Score ou d'autres scores qui mesurent, oui, l'intensité de la douleur, mais pas d'une manière unidimensionnelle, qui prennent en compte la perspective globale là, du patient. Mais oui, c'est un aspect important. L'analgésie, c'est important. C'est quelque chose qu'on va regarder autant à court terme qu'à long terme. Merci. Plus avec des instruments multidimensionnels, là, comme le McGill ou le... Parfait, Exactement, exactement. Voilà. Je vais me donner la main pour poser une question, Michael. Est-ce qu'il y a un intérêt à examiner les différences liées au sexe dans tout ce questionnement que ce soit sur le risque de dépendance ou sur l'efficacité des opioïdes ou sur les alternatives pharmacologiques? Oui, tout à fait. Donc, on sait que les considérations liées au sexe et au genre, c'est extrêmement important dans le contexte de l'analgésie, de la douleur et des opioïdes. C'est extrêmement important. Puis, c'est des données qu'on va intégrer là, à chaque étape là, de la programmation de la recherche, incluant la revue de la portée qui est en cours. Oui. Une nouvelle question, Clermont? Oui, j'ai une nouvelle question. La problématique des opioïdes, elle a plusieurs dimensions, là, puis une des dimensions, c'est plus l'accès aux médicaments, soit la revente ou l'accès aux médicaments. Alors, le cliché, là, c'est l'adolescent qui ouvre la pharmacie de ses grands-parents puis qui trouve une bouteille d'opioïdes puis qui s'en sert là, pour différentes choses. Est-ce que c'est des considérations que vous avez dans... Parce que, tu sais, les recommandations sont plus à l'effet de donner moins d'opioïdes sur des plus courtes périodes, puis de favoriser peut-être plus les renouvellements là, fréquents. Est-ce que c'est des considérations que vous avez là, dans vos travaux? Oui, tout à fait. Puis, on sait également que la crise des opioïdes, il y a une grosse portion puis une responsabilité que c'est les opioïdes qui sont pris d'une manière puis qui sont revendus d'une manière illicite. Cela étant dit, c'est pour ça que ce qu'on préconise aussi, c'est pas seulement l'utilisation à long terme d'opioïdes, mais c'est tout ce qui est les issues orientées vers le patient. Donc, pour améliorer le patient, potentiellement à long terme, mais également pour son retour au travail, sa récupération de ses capacités fonctionnelles. Donc, qu'est-ce qui se passe immédiatement après? Puis aussi pour éviter une crise qui n'est pas aux opioïdes, mais qui est à d'autres substances. Donc, comme on l'a vu avec les gabapentinoïdes, c'est que les gens veulent tellement éviter les opioïdes qu'on utilise un petit peu tout ce qu'on trouve. Puis ça aussi, ça comporte des risques. Donc, les études qui sont proposées ici ne sont pas uniquement pour dire, c'est pas pour dire qu'il faut éviter les opioïdes à tout prix, mais c'est également pour dire les alternatives qui sont utilisées actuellement, il faut prendre le temps de les évaluer d'une manière rigoureuse. Puis c'est un petit peu ça l'objectif, là. Merci pour cette belle nuance. On a une question dans le chat. Je ne sais pas si tu as accès, Michael, je peux la lire. De Madame Dr Marie-France Boudreau du CHU. Elle dit: Bonjour, en tant que clinicienne en oncologie chirurgie, je suis plusieurs patients en opératoire de chirurgie digestive majeure. Avez-vous de la littérature ou une opinion concernant l'utilisation du Nosinant en petite dose comme analgésie post-opératoire? Une question très spécifique. Oui, c'est une très bonne question. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le Nosinant. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment utilisé pendant les opérations, ni débuté pendant, mais oui, c'est probable, ça semble être utilisé après, là, mais non, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur ce médicament, sur ce médicament-là. Mais moi, j'ai envie de renchérir sur une question, ça amène à une question un peu plus générale, c'est-à-dire que
Est-ce que se dégagent certaines alternatives prometteuses à l'utilisation des opiacés en chirurgie, dans le domaine périopératoire actuellement? Oui, il s'en dégage. Là, c'est sûr que c'est difficile pour moi de vous nommer des alternatives puisque la revue de la portée est en cours. Dans quelques semaines, probablement que je vais commencer à avoir des résultats, mais ce serait difficile, ça pourrait être trompeur pour moi de vous nommer des alternatives en ce moment, là. Mais c'est une bonne question. Un appel à la prudence. Oui, exactement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il est 13 heures. Michael, je te remercie au nom du comité exécutif de l'Axe Santé des populations de t'être prêté à ce bel exercice et de nous avoir fait cette présentation ce midi. Je vais inviter à partir de maintenant toutes les personnes qui ne sont pas chercheurs membres de l'Axe à quitter la salle virtuelle pour qu'on puisse basculer en Assemblée générale spéciale. Et puis, Michael, je serai en contact avec toi par courriel cet après-midi. Super. Ben, merci à tout le monde, puis en vous souhaitant une super journée. Merci Bye bye. beaucoup. Merci. Merci.